Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étape numéro 11 de cette Vuelta. On est arrivé à mi-parcours du côté de l'Espagne et on va pouvoir s'intéresser à cette étape qui va être assez lisible parce que, vu ce qu'on a vu hier, on a du mal à réfléchir et on a du mal à savoir quelle stratégie on va pouvoir mettre en place pour cette étape. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris, quelle est votre grosse cote. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Vous pouvez également cliquer rapidement sur les miniatures, sur les notifications, notamment en activant la petite cloche. Et bien comme ça permet de développer la chaîne et de faire que le contenu puisse être mis en avant sur plus de chaînes YouTube différentes. Allez, on regarde tout de suite cette étape numéro 11. La différence par rapport à hier, ce sont des côtes plus courtes, mais avec plus de pourcentage. On va dépasser les 10% sur cette journée à plusieurs reprises. Donc ce sont vraiment des côtes qui durent... les forts pourcentages durent 2-3 km grand maximum. Mais voilà, c'est des pourcentages qui sont plus importants. On est après, encore une fois, assez proche de la mer pendant cette étape. Il faudra faire attention un petit peu aux descentes, notamment la zone d'arrivée, parce qu'en fait, il n'y aura que 3 km de plat. Donc ça ne sera pas forcément évident pour un peloton de rester groupé et de s'organiser s'il y a encore un coureur échappé qui a 20-30 secondes d'avance à ce moment-là. La grande question est de savoir est-ce que véritablement on va avoir une bagarre entre les leaders ou est-ce qu'on attendra encore un petit peu plus tard une arrivée au sommet et dans ce cas-là est-ce qu'on aura qui on aura dans l'échappée et quel type de coureur pourra s'imposer dans une échappée. Donc c'est encore une étape qui est dure à lire parce que comme hier, moi je m'attendais plutôt à une victoire du peloton et qu'on a eu la victoire d'une échappée, on peut avoir encore beaucoup de surprises sur cette journée. C'est-à-dire que là, je m'attends peut-être plutôt à avoir une victoire de l'échappée et qu'on pourrait avoir une victoire du peloton. Donc, c'est une Vuelta qui est complètement folle. Donc à partir de ce moment-là, c'est très dur à analyser et à anticiper ce qui peut se produire sur cette Vuelta parce que comme on a eu une semaine complètement folle, ça dévergonde aussi certains coureurs qui vont tenter peut-être beaucoup plus de choses dans cette deuxième et dans cette troisième semaine, ce qui va encore rendre les scénarios de course encore plus difficiles à décrypter, à analyser et à anticiper et à prédire. Dénivelé positif de cette étape, 2890 mètres. C'est la 10e étape du côté de ce classement. Allez, on regarde tout de suite la présentation du parcours. Étape numéro 11 du côté du parcours. Donc vous voyez un circuit autour du Campus Tecnológico Cortizo Padrón qui sera le lieu de départ et d'arrivée de cette étape. On prendra donc un circuit qui sera légèrement différent selon les tours. Il y aura en fait deux circuits différents sur ce parcours. Voilà, ça sera le... Enfin oui, il y aura deux circuits, on va dire, différents. Non, même deux, oui, trois, parce qu'il y aura un premier circuit de 68 km, puis on prendra deux fois le Puerto Agazantas avant de reprendre le Puerto Cruzeras. Donc voilà, on tournera autour du Campus Tecnológico Cortizo Padrón. Départ, assez vite on a une petite bosse d'1 km 7 à 4,9 de moyenne, puis une deuxième bosse de 2 km 4 à 5,1 de moyenne, 2 km 24,5. Et au bout de 30 km de course, première montée du jour, au classement de la montagne, le sommet au kilomètre 42,5, c'est-à-dire à 125 km de l'arrivée. Le Puerto de San Justo, 10 km 2 à 4,2 de moyenne, on le regarde tout de suite. C'est pas la côte la plus dure de la journée. 3 km au-delà de 6% entre km 4 et le km 7. Sinon, c'est assez roulant dans cette montée. Par contre, faire attention, il y a un petit peu de plat avant la descente. On arrive à Gundin et là, on va passer pour la première fois, pour la deuxième fois de la journée après le départ, dans cette fameuse ligne d'arrivée, avant d'arriver au Puerto Agazantas, que nous prendrons à deux reprises, au kilomètre 81,5 et au kilomètre
118, pardon. Ce Puerto à Gazanta, 5 km 6 à 6,1 de moyenne. On le regarde tout de suite. C'est dur au départ, hein, les 2 premiers kilomètres extrêmement durs, au-delà de 10%, et puis après ça devient un peu plus plat. Donc ça à 2 reprises, il y aura donc voilà 4 km au-dessus de 10% à reprendre à 2 reprises. Il y a quand même un petit peu de temps entre les deux montées, avec pas mal de plats, mais je pense que le deuxième passage pourrait faire mal, surtout qu'après le deuxième passage, on enchaînera quelques difficultés au programme. Il y aura le sprint intermédiaire, un sprint bonification au kilomètre 134, c'est-à-dire à 33 km de l'arrivée, avant une montée de 4 km 3 à 4,3% de moyenne au kilomètre 139,5. Et enfin la dernière montée du jour, sommet au kilomètre 159, c'est-à-dire à 8 km de l'arrivée, le Puerto Cruceras, 2 km 8 à 9,2 de moyenne, une côte très pentue, un mur là encore, avec des passages à 11,1%, 10%. La particularité de cette étape par rapport à hier, c'est beaucoup plus de pourcentage, mais des montées beaucoup plus courtes aussi. Donc ça change un petit peu la donne. Et puis ensuite l'arrivée avec pas mal de descentes avant les derniers kilomètres. On regarde tout de suite le final. Donc avec cette descente, on descend jusqu'au kilomètre 3, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée sur cette route-là. Donc tous les passages avant de virage, ça fait partie de la descente avec pas mal de pentes. Donc il faudra faire attention parce qu'il y aura pas mal de virages. Ensuite, vous avez une longue ligne droite entre 2 km 800 de l'arrivée et à peu près 1 km 500. Un premier virage sur la droite, et puis ensuite on aura un rond-point qu'il faudra prendre par la droite également au niveau de la flamme rouge avant l'arrivée, où il y aura encore un dernier virage sur la droite aux 500 mètres, donc 500 mètres à peu près de ligne droite pour l'arrivée sur cette étape numéro 5. On regarde la carte, donc vous voyez il y a plusieurs boucles autour de ce campus qui voilà, sera le lieu de départ et le lieu d'arrivée de cette journée. Du côté de la météo, on nous indique un grand soleil, 28 à 30 degrés sur cette étape, et surtout un vent qui sera un petit vent de nord-ouest, entre 15 et 35 km/h. Alors ce qui est assez drôle avec ce vent de nord-ouest, c'est qu'il est presque plus fort dans les terres qu'un petit peu plus proche dans les mers, voilà, donc dans la mer. Donc c'est assez particulier du côté de cette journée, du côté de ce parcours, mais sinon des conditions idéales pour faire du cyclisme avec une température qui est en hausse par rapport à l'étape numéro 10. Allez, on regarde tout de suite l'histoire du Tour d'Espagne. Pour l'histoire de cette journée, c'est assez simple. Il n'y a pas d'étape de la Vuelta qui sont passés par le Puerto San Justo, qui sont passés par le Puerto Agazantas ou encore le Puerto Cruceras, ni du côté de la ville d'arrivée. Non, par contre, sur la ville d'arrivée et de départ, on a eu 2 passages de la Vuelta déjà. C'était en 1993, c'était un contre-la-montre lors de l'étape numéro 21 qui arrivait du côté de Saint-Jacques de Compostelle. C'était la dernière étape de cette Vuelta et c'était Alex Zülle qui s'était imposé devant Rominger et Eric Brunking, et Rominger avait réussi à conserver 29 secondes d'avance sur Alex Zülle, alors que sur cette étape-là, il avait perdu 48 secondes. C'était voilà, une Vuelta qui finissait en mai, c'était l'une des dernières Vuelta qui finissait du côté du mois de mai, parce qu'à partir, je rappelle, de 95, la Vuelta avait décidé de changer de date pour être du côté du mois de septembre. Voilà, 94 sera la dernière année d'une Vuelta qui arrive au début mai. Ensuite, ça sera une Vuelta en septembre, et à ce petit jeu-là, c'est un certain Laurent Jalabert qui s'imposera en 95 devant Olano et Johan Brunel. Voilà, il y avait 3 Once dans le top 5. C'était une autre époque, on dira ça comme ça. Du côté du cyclisme, il y avait un Stéphane Goubert qui était dans le top 30, tiens, cette année-là. Qui était le poisson? Donc, c'était Simeoni, Filippo Simeoni, qui avait fini dernier, 118e de cette Vuelta. Et vous aviez Incapié qui était dans les 10 derniers également au classement
général du côté de la Motorola. On poursuit avec donc l'autre fois, c'était en 2021, également un contre-la-montre qui arrivait du côté de Saint-Jacques-de-Compostelle. Un contre-la-montre, on s'était fait un petit peu chier. C'était Roglic qui s'était imposé devant Kort Nielsen et Arensman. Beaucoup de coureurs n'avaient pas fait ce contre-la-montre à fond, ce qui avait rendu vraiment l'étape chiante à mourir. Roglic qui remportait ce Tour d'Espagne devant Enric Mas, Jack Haig, Adam Yates et Gino Meder qui finissait 5e. Le regretté Gino Meder qui finissait quand même devant du Bernal, Sepp Kuss ou encore du Guillaume Martin qui est rentré dans le top 10. C'est Gino Meder qui nous a quittés, on rappelle, en 2023 et qui avait remporté notamment une victoire d'étape sur le Tour d'Italie et qui sur ces 4 grands tours à Gino Meder, lui qui ne connaîtra jamais le Tour de France, eh bien c'était son meilleur résultat de sa carrière après une 20e place en 2020 et une 19e place en 2022 sur le Tour d'Espagne à chaque fois. On regarde tout de suite le cycliste du jour, on en a plusieurs, on commence avec José Bernardez. José Bernardez qui a fini 4e des championnats du monde en 1961, 13e d'un Tour de Catalogne général en 61 également, c'était sa grande année. En 1960, il avait fini 9e du général du Tour de la Roya. Voilà, coureur dans les années 60, de 60 à 67, du côté de ce coureur espagnol qui a participé à 6 grands tours, 5 Vuelta, 1 Tour de France. Voilà, à son palmarès, et donc il a eu quelques résultats, mais pas de victoire chez les professionnels. On continue avec Jesus Blanco. Lui, 24 victoires chez les professionnels, dont 3 victoires d'étape sur le Tour d'Espagne en 86 et 87, qui a commencé dans l'équipe TK en 82 et qui a fini en 98 de sa carrière chez la Pecol, donc une équipe portugaise en 98. Vainqueur du Tour de la Communauté de Valence en 85, du Tour de Galice en 85. Voilà, beaucoup de résultats sur les courses espagnoles. Je vois une victoire sur le Tour de Castille et Léon, une victoire d'étape sur le Tour de Catalogne également. Et voilà, beaucoup de résultats sur les courses espagnoles, on va dire de deuxième division de l'époque du côté de ce coureur espagnol. Voilà, Tour de Galice qui n'existe plus depuis 2000. Dernière édition, c'était 2000, remporté par un Kazakh, Andrei Teteruk, qui était un coureur qui avait commencé en 1992. Donc il faisait partie des coureurs qui étaient passés, l'un des premiers coureurs kazakhs. C'est peut-être lui qui a donné envie à Vinokourov de se lancer dans le cyclisme. Voilà, 3e du Dauphiné libéré en 98, Teteruk, par exemple. Et c'est lui qui a ouvert la voie. Et puis, dernier coureur, Ezequiel Mosquera. Alors, Ezequiel Mosquera, 2e du Tour du Burgos en 2010, 2e également de la Vuelta en 2010. Alors, le résultat n'a pas été annulé, parce que c'est un petit peu compliqué du côté d'Ezequiel Mosquera, qui fait partie des coureurs qui ont été pris pour dopage. Voilà, en 2010. On lui avait retrouvé de l'hydroxyéthylamidon, comme son coéquipier. À l'époque, il était dans l'équipe Jacobeo Galicia, qui était dirigée par notre ami Jesus Blanco, qui était directeur sportif à ce moment-là dans cette formation, et qui, Ezequiel Mosquera, avait perdu ses résultats, sauf que, un peu comme dans l'affaire Roberto Heras, eh bien, l'audience nationale espagnole a ainsi annulé cette décision, ce qui fait qu'il a récupéré sa victoire d'étape et sa 2e place sur le Tour d'Espagne 2010. Lui qui a dû arrêter sa carrière après ce Tour d'Espagne 2010, c'est sa dernière course en sa carrière, parce qu'il avait un contrat chez Vacances Soleil, mais Vacances Soleil avait décidé d'annuler son contrat en cours de saison quand l'affaire de dopage, quand il avait été avéré que le dopage était présent chez ce coureur, Ezequiel Mosquera, qui a donc 4 victoires dans sa carrière.
Vous avez une étape donc, du Tour du Burgos 2009, une étape du Tour cycliste de la Roya en 2005 et deux étapes, enfin 2 fois la Classica internationale de Alcobendas, le général, l'étape numéro 1. Le Tour de la Roya qui n'existe plus depuis 2017. Voilà, une course qui était passée en classique. Dernier concurrent qui s'est imposé, c'est Rory Sutherland. C'était une course par étapes, mais qui était devenue une classique dans les années 2010. C'est vrai que le calendrier se densifiait tellement à ce moment-là que ça devenait compliqué pour certaines courses par étapes, surtout au mois d'avril, où il y avait pas mal de concurrence du côté de l'Espagne. On poursuit avec la stratégie. Je me gratte la tête parce que j'ai du mal à savoir si le peloton peut revenir sur l'échappée. Je ne sais pas en fait quelle sera la stratégie de cette étape. Moi je pense plutôt à une victoire de l'échappée qui arrivera à résister au peloton. Mais c'est mon avis. Et vraiment cette Vuelta est complètement illisible. Donc c'est très dur de déterminer qui peut gagner sur cette journée. Donc moi je privilégie une échappée, mais un peloton pour aller au bout. Mais je pense que c'est compliqué pour un peloton de revenir sur la fin d'étape. Vraiment, il faut, si on veut gagner cette journée, il faut être dans le coup dans la dernière montée parce que la descente, je pense, permettra à un coureur en solitaire de s'imposer. Parmi mes favoris, j'ai mis Dylan Tunt du côté d'Israël. Hier, on a tenté Michael Woods. Alors pourquoi pas tenter Dylan Tuns, le Belge, sur cette journée. Mauro Schmidt, qu'on a déjà vu à l'attaque du côté de la Jaiko Alula, c'est un coureur qui est intéressant. En cas de sprint avec le peloton, Wout van Aert, qui je pense ne retentera pas la stratégie de l'échapper, mais qui pourrait s'en sortir en cas de sprint du peloton. Et puis en grosse cote, Skelmose. Voilà, j'ai envie de retenter Skelmose. Si Van Aert est un petit peu fatigué sur cette étape, eh bien Skelmose pourrait peut-être s'imposer au sprint. Mais c'est vrai que le coureur danois, pour le moment, était un petit peu discret depuis le début de course. Départ fictif de cette étape, ça sera à 13h30, le pied du Puerto San Justo, troisième catégorie, 132 km de l'arrivée, entre 14h26 et 14h30. Le Puerto Agazantas, premier passage de ce col de deuxième catégorie entre 15h29 et 15h40 à 85 km de l'arrivée. Deuxième passage à 48 km de l'arrivée entre 16h17 et 16h32 pour une arrivée prévue comme d'habitude entre 17h21 et 17h41. Eh bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao ciao.